Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Eleonora Galasso, l'actrice qui est à l'affiche du génial Seul en scène Dévorante, un spectacle au Théâtre des Mathurins jusqu'au 30 mai. Outre le fait que tu es une excellente actrice, vraiment ça transparaît, j'avais jamais vu une pièce du genre. Sous nos yeux, tu réalises un vrai cours de cuisine italien, avec les pâtes qui chauffent, les légumes qui rissolent, et puis tu en profites entre deux temps de cuisson pour nous raconter les violences conjugales que tu as subies. C'est un mélange qui est étonnant, mais qui fonctionne tellement bien. D'ailleurs, standing ovation à la fin de ton spectacle. Non, c'était incroyable. Hello, Eleonora. Bonjour Paulette. Est-ce que tu peux me le faire avec l'accent Eleonora Galasso? Non, c'est pas comme ça, c'est comment? Buongiorno Paola, mi chiamo Eleonora Galasso. Oh là là, j'ai fait 3 mois d'italien, j'ai pas réussi à continuer les cours, l'horaire était pas bon et quand j'ai vu ton spectacle où tu mets des bribes d'italien, je me suis dit que j'avais raté quelque chose. Ce n'est même pas des bribes d'italien, effectivement c'est des bribes de napolitain, qui est une langue en soi. Ok. Et je suis passionnée par les dialectes italiens. D'ailleurs, l'Italie est cette grande botte avec 20 régions et 110 provinces. Et chaque province italienne résonne avec une culture différente et même une langue différente. Et je suis passionnée des langues. J'en connais pas beaucoup, mais T'en connais plus que moi, donc c'est pas mal. Déjà, je connais pas mal des dialectes italiens. Ah ouais. Et d'ailleurs, je peux me faire passer pour une napolitaine à Naples, une sicilienne à Sicile. J'aime beaucoup adhérer au lieu. Ouais, c'est clair, ça se sent d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours. Où est-ce que tu es née, quel genre d'enfance que tu as eu, quelques mots. Donc, je suis née dans les Pouilles, dans une maison. Dans les Pouilles, dans les années 80. Donc, j'ai passé une enfance où je partageais mon temps entre les étés qui étaient plutôt longues, jusqu'à 4 mois en fait, avec mes grands-mères et mes arrière-grands-mères dans une maison remplie de femmes où l'homme était un songe et certainement un mystère. Et puis, le reste de l'année, donc mes études de petite fille, je les faisais à Rome. Et la cuisine avait une place particulière, j'imagine, pour toi, non? C'est assez intéressant, Paulette, parce que si d'un côté, les étés, j'étais extrêmement gâtée par une cuisine familière de ces grands-mères. Donc, j'avais ça d'un côté. Ok. Et puis de l'autre, une vie assez solitaire, avec une maman célibataire à Rome, avec un frère, mais où le moment du repas n'était pas tout à fait un moment central de la journée. Ma mère achetait de l'alimentation congelée. C'était aussi les années 80, c'était très à la mode. C'est clair. Et voilà. Et puis maman célibataire, on fait comme on peut. Exactement. Et donc j'avais vraiment 2 ressentis opposés à des moments différents de l'année. Je pense qu'il y a un équilibre assez poétique dans ça. Alors ce qui est surprenant, c'est que mon état d'esprit d'adolescente, elle est même qu'aujourd'hui. Ah ouais? Je pense que j'ai eu des idées assez lucides devant mes yeux assez rapidement par rapport à la femme que j'aurais eu envie d'être. Alors pas dans tout ce qui est rencontre et progéniture, parce que j'en avais aucune idée, mais vraiment dans l'identité de la femme, ça c'était assez clair, assez tôt. Donc, je pense que je voulais être toutes les femmes. Mais tu les avais sous tes yeux en plus. Et c'est exactement ça. Ouais, le lien est fort avec ton enfance, avec cette maison de femmes, j'imagine avec un caractère fort, avec du tempérament, et pas de présence masculine à l'horizon. C'est souvent vraiment la meilleure recette, le meilleur cocktail Molotov pour, dans sa vingtaine, chercher tous les mecs inaccessibles. Tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé plein de films. J'en ai vécu aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Toi, dans ton spectacle, est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il y a une partie que tu as inventée pour mettre en lumière ton histoire? Raconte. Je reçois des questions par rapport à ça.
assez souvent et j'aimerais y répondre Ok, parfait. Alors, le podcast est fait pour ça. Il y a 2 choses donc que j'aimerais dire. 1, mon spectacle est de la dramaturgie. Donc, dans la dramaturgie, même si c'est issu partiellement d'une histoire vraie, il y a une couture qui est faite autour. 2, non, je ne souffre pas. C'est-à-dire, oui, il y a des moments dramatiques dans les spectacles. Et c'est vrai que je vous invite dans ma cuisine, mais c'est un décor, c'est du théâtre. Et il y a des techniques de comédie pour arriver à certaines sensations. Ouais. Donc, même si je raconte quelque chose qui est un drame sociétalement parlant, je le transmets et je le mets au service autant que comédienne. Donc, ne vous en faites pas pour moi. C'est important. Ça veut dire que toi aussi, tu arrives à prendre cette distance et que tu rentres pas chez toi complètement traumatisé chaque soir. Ce serait horrible. Mais c'est un tiroir. Ouais. Et puis, je vais à la maison. J'ai mes enfants qui d'ailleurs, en bonne réponse des spectateurs, me tirent des tomates et des choux-fleurs sur la figure parce qu'ils veulent pas des légumes le soir. Et voilà. Et mon autre vie commence. Et puis, ouais. Ça nous rapporte quelques années en arrière. Donc, au moment de cette histoire, tu rencontres comment ce jeune homme? Alors, c'est une histoire. C'est plusieurs histoires. Donc, je parle effectivement d'un profil que j'ai pu rencontrer, mais j'y mêle plusieurs histoires qui m'ont appris quelque chose. J'ai eu une histoire en particulier, quoique j'en ai vécu plusieurs d'ordre partiellement toxique. Et puis, il y en a une qui a duré plusieurs années et dans laquelle la spirale était plutôt descendante. Et c'est une histoire qui a commencé tel un songe où, en fait, tous les éléments de la débâcle étaient là depuis les débuts. Ah ouais. Dans les spectacles, je raconte que lorsque j'ai rencontré cette personne, je ne voyais que son dos et il avait un manteau avec un trou dedans. Comme les rigatoni. Ouais. C'était déjà indicateur de plein de choses. Hein. Je me suis dit, j'étais attendrie par ça peut-être, et puis je me suis dit, s'il y a un trou, c'est que je suis une bonne infirmière et que je vais bien pouvoir le recoudre. Mais c'était peut-être donc une fêlure et qu'elle faisait écho avec les miennes et que cela ensemble a fait une recette plutôt destructrice. Donc il faut vraiment faire attention à comment on les compose, nos recettes. Et toi, tu vois ces red flags dès le départ? Toujours. Ok. J'étais dans ma vingtaine et j'ai rêvé tout le temps de ce que pouvait être l'homme idéal. Puisque je n'avais pas eu de point de repère masculin, j'avais réuni une série de photos d'acteurs de cinéma des années 50. Alors, c'était qui tes modèles? Vas-y, fais-moi rêver. Sean Connery, Cary Grant. Pas mal. Marcello Mastroianni. Bien sûr. Vittorio Gassman, dans Parfum des femmes, par exemple. Je le connais pas, lui. Ou Les fanfarons. Et en fait, je me disais, voilà, l'homme, c'est ça. Il est drôle, il est fort, on fait des aventures magnifiques ensemble. Et puis voilà, j'ai reniflé cela chez cet homme au manteau troué. Avec un charisme. Avec certainement un charisme. Il était vraiment très beau, et puis il était très drôle, et puis il y avait chez lui quelque chose dans l'improvisation de tout qui rendait tout possible. Et ça, c'était tous les côtés très vigoureuse et flamboyante que j'appréciais. Et je pense que c'était ça. La raison était la mauvaise. C'est-à-dire, à l'époque, j'aimais l'idée de me dire, voilà, je suis dans un film de la commedia all'italiana où tout est magique et on ne sait pas ce qui va se passer dans la scène d'après. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je ne pouvais pas m'assurer un lendemain. Et donc, puisque je n'étais pas très alignée avec mes désirs les plus profonds, j'étais encore très jeune, je me disais que ça m'allait.
Et j'avais cet homme qui partageait sa vie avec une autre femme. Ouais. Et donc, moi, j'étais l'autre. À un moment de notre relation, au bout de quelques années. Ok. Comment tu le vis, est-ce que tu as de la jalousie envers cette autre femme? Est-ce que tu t'auto-persuades que cette situation te convient? Est-ce que tu essaies de faire abstraction? Comment tu le vis à ce moment-là? Évidemment, j'avais beaucoup de jalousie pour cette autre femme. Et puis, c'est une femme qui avait des enfants avec lui. Moi, je n'avais pas d'enfants. Et d'ailleurs, il me persuadait que je pourrais jamais avoir des enfants. Mais tu vois, Paulette, la persuasion dans ces genres de relations, elle ne vient pas du jour au lendemain. En fait, c'est comme des petites gouttes, voilà, clair. qui petit à petit font comme un trou, un trou d'eau. Voilà, donc petit à petit, je me suis persuadée de toute une série d'idées dans mon arrière-crâne qui, par la suite, à la fin de cette relation, je me suis rendu compte n'étaient pas tout à fait les miennes. Je n'étais pas moteur de ces idées. Donc, j'avais accueilli ces idées afin d'être profondément acceptée. Je pense que l'acceptation, c'était un peu la thématique qui me guidait malgré moi et inconsciemment même. Ouais, c'est intéressant cette notion de petite phrase là qu'on te met dans le crâne. Les gens ont souvent du mal à comprendre cette forme d'emprise en se disant mais enfin c'est que quand on te répète jour après jour des phrases, qu'on ridiculise des mini détails, mais des mini détails, il y a un sorte de truc qui s'enclenche en soi. Où la boussole, elle est un peu déréglée, quoi. C'est ça, hein. La boussole est déréglée pour 2 raisons, Paulette. La première, c'est que on se dit cette personne m'aime, donc elle veut mon bien. Et puis elle le répète souvent d'ailleurs. Je sais pas si toi t'avais ça, mais moi c'était enfin tu sais bien que ce que je dis c'est parce que je t'aime et puis que je veux que ton bien. Et exactement. Et donc on se dit bon, peut-être que je n'ai pas assez de clarté d'esprit. Et là, c'est où le manque d'amour propre rentre en jeu. Donc, à l'époque, je m'étais dit, bah voilà, il est beaucoup plus clair que moi. Je vais donc les suivre dans les délires de négation de mon identité. Et puis, de l'autre côté, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement restée très longtemps dans l'histoire, et beaucoup de femmes restent longtemps dans des histoires qui pourraient être coupées beaucoup plus tôt, eh bien, c'est parce que nous donnons une partie de nous qui est très pure, qui est très enfantine, et nous restons parce que nous avons envie que l'autre nous la restitue à un moment ou à un autre. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça, c'est super intéressant. D'où les concepts de fusion. Aujourd'hui, la fusion dans les couples, je trouve qu'il a totalement perdu ses crédentiels. Ah ouais? Je ne suis pas pour la fusion. Ok. D'ailleurs, je trouve 1000 fois plus intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a sa propre vie, son propre parcours. Oui, t'as raison, en fait. Et il faut juste, voilà, il faut juste faire très attention parce que il faut se trouver dans l'autre mieux, mais jamais se perdre, jamais plus. Mais c'est un peu comme le burn-out. Je trouve qu'une fois qu'on l'a vécu, le corps se rappelle et fait oh, là on va pas aller plus loin. Souvent ça sert. Tu as vécu ça? Mais je pense qu'il y a des similarités quand on est complètement consommé par quelque chose et que cela nous met à terre. Être à terre, ça se ressemble dans tous les états, en fait. Ouais, c'est sûr. Et c'est un processus de guérison profondément personnel. C'est clair. Qui peut durer des années et il n'y a pas de souci parce que c'est comme ça. Toi, durant cette période-là où donc tu es complètement absorbée par cette relation, tu en perds un peu ton identité. Est-ce que tu te rappelles de comment ça se manie? L'élément crucial, c'était les souvenirs. Ah ouais. J'étais persuadée d'avoir des mauvais souvenirs de la réalité, alors que j'ai toujours travaillé sur ma mémoire. C'est quelque chose qui, pour moi, compte beaucoup.
Eh bien, quand j'étais dans cette relation, puisqu'il y avait devant moi quelqu'un qui niait la réalité en permanence, pour que sa réalité à lui puisse prendre les dessus et les bons sens, quelque part. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais en fait, Éléonore, t'as des idées, franchement, qui ne servent à rien. C'est idiot. Tout ce que tu penses, c'est idiot. Et donc, tu avais d'autant plus besoin de lui, puisque lui savait, toi, tu ne savais plus. Et disons que j'avais des pensées, et mes pensées devenaient très lourdes. Et d'ailleurs, j'ai aussi symptomatisé, donc les migraines, les mal au cœur, voilà, les corps nous parlent tout le temps. Et moi, je l'écoutais pas. Je ne l'écoutais plus. Et je m'étais d'ailleurs persuadée d'avoir comme trait de personnalité une mauvaise mémoire. Ah putain, c'est dingue. Comme on s'auto-persuade de trucs et je m'excusais de cette idiotie d'effectivement pas me rappeler, de non seulement pas me rappeler d'événements, mais même de mes sensations intérieures. Parce que lui, il dénichait mes sensations pour ce qui était à son avantage. Ouais. Et donc, là où j'avais ressenti chaud, il me disait, non, ma chérie, t'avais froid. Wow. Mais effectivement, est-ce que j'avais chaud ou j'avais froid? Mais oui, j'avais froid. Ouais. Et comme ça, petit à petit, je m'étais complètement abstraite de moi-même dans une nouvelle forme qui était une forme que j'espérais pouvait lui plaire pour qu'il me garde. Ça s'est terminé en traînant beaucoup, comme plein d'histoires. Et donc, ça s'est fini mal. Ça s'est fini très mal. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux partager parce que c'était extrêmement douloureux. Je peux juste te dire, Paulette, qu'on était arrivé à un délire jusqu'au paroxysme du délire. Donc, l'élan vital n'était plus. Comment toi, tu as réussi mentalement à te dire « je veux que ça cesse » ? L'élan vital manquait. C'était devenu mortifère. Et à un moment, je me suis relevée et je suis devenue une bête. Et vraiment, j'étais un animal. Un lion, je pense. Et donc c'est l'animal qui a fait et qui a voulu tout terminer. J'étais très aidée, j'étais très accompagnée par les forces de l'ordre, par des personnes de mon entourage proche qui pourtant j'avais éloigné pendant des années, mais qui sont venues à l'aide lorsque j'en ai eu besoin. C'est très important, les amis. Très important, il faut jamais lâcher, toujours continuer de cultiver les belles amitiés. Et d'ailleurs, c'est un gros red flag, quand on essaie de vous éloigner de vos amis, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Et donc voilà, j'ai été accompagnée et puis j'ai parlé. Je pense que le fait de pouvoir donner voix à certaines situations qui nous paraissent complètement anodines, normales, et comprendre de l'autre côté qu'en fait, non, c'est pas normal. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. La parole est importante. Or, aujourd'hui, dans les mondes de opinions qu'on lit partout, on est bombardé, les réseaux sociaux, etc., la parole a perdu de son épaisseur. Mais il y a quand même, dans la parole, rien qu'écrite. Moi, par exemple, je me suis beaucoup retrouvée, soulagée en lisant plein de manuels sur la thématique pour comprendre ce qui avait déjà été vécu, quels étaient les préjudices, non, quels étaient... Que t'étais pas seule aussi, voilà, j'imagine. Quels étaient les cas qui avaient été vécus par d'autres personnes, femmes et hommes d'ailleurs, et comment on s'y prend pour essayer aussi de donner un positionnement à mon ressenti. J'imagine que ça te permet de prendre du recul sur cette situation et te dire, déjà réaliser que tu as vécu une histoire qui n'est pas normale, une histoire d'emprise, te sentir moins seule. J'imagine que ça
fait beaucoup de bien de se dire qu'on n'est pas la seule au monde à vivre ça, qu'on n'est pas folle, que ça peut arriver à d'autres femmes et hommes très bien, très sensés, et que ça déculpabilise aussi peut-être, non? Ah oui, la culpabilité chez moi, c'est très fort. C'est une valeur catholique et c'est ancré à moi depuis ma plus petite enfance. Donc évidemment, j'ai senti de la culpabilité vis-à-vis de ce que j'ai vécu. Et comme tu as dit, si, le fait d'en parler à quelques personnes choisies m'a aidé. Mais ce qui m'a aidé, donc évidemment, comme tu le dis justement, Paulette, de lire, mais surtout de aller à l'aide et à l'écoute de personnes qui auraient pu vivre la même chose et qui étaient dans des étapes différentes par rapport à la mienne. Okay. Donc, de femmes qui ont besoin d'en sortir ou qui sont tout juste en train d'en sortir. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée pour pouvoir rentrer dans une nouvelle étape de guérison. Ouais, de guérison. Est-ce que c'était au travers d'une association? Comment Oui, est-ce que plusieurs. Ok, c'est quelque chose que tu recommandes? Ça t'a fait du bien dans ton chemin? C'était mon chemin à moi. Et puis chacun, voilà, il y a plein de gens qui vont voir les psys et tout. Moi, j'ai une relation un peu étrange avec les psys et je trouve ça un peu brutalisant. J'ai pas encore fait la paix avec ça. Donc, les faits de parler des soi avec un psy, c'est pas comme ça que moi je fais mes démarches. Ok. Mais Ouais. encore une fois, c'est personnel. Moi, ce qui m'aide, c'est des livres, du cinéma. Et de la recherche en fait sur les thématiques pour m'en faire mon point de vue. Et puis parler avec les autres et entendre les histoires des autres. Ouais, prendre du recul aussi sur la situation. Pour nettoyer. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vois cette période-là? Est-ce que quel regard tu portes dessus? Ça fait partie de ma vie. Je ne la renie pas parce que ça a été un morceau du puzzle qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. On n'a pas les temps pour les regrets, pour être rancunier. Et c'est pour cela d'ailleurs que Dévorante n'est pas du tout un spectacle de militantisme ni des dénonces sociales, mais c'est un spectacle d'introspection. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est de avancer. Ouais. Avancer à niveau individuel et puis collectif pour le bien-être collectif, je veux dire. Et apporter peut-être un petit déclic aussi chez certaines. C'est un spectacle. Pour ça. C'est exactement ça, Paulette. C'est un spectacle qui amène à un point de réflexion chez chacun des spectateurs. J'invite les spectateurs dans ma cuisine et la raison pour laquelle le spectacle est interactif, on goûte à des petites mozzas, on goûte à des brochettes à la tomate. Je fais monter des spectateurs avec moi sur la scène. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas que ma cuisine, c'est la vôtre aussi. Et donc l'analogie s'est fait de plus en plus serrée tout au long du spectacle qui est vraiment construit comme un millefeuille. Et puis on arrive à tous ensemble réfléchir chacun à sa propre recette de vie. Avec les enfants, je me rends compte, je suis novice, mes enfants sont tout petits, ils ont 20 mois et 3 ans et demi. Je me rends compte que leur dire des choses pour ce qui est de mon expérience ne sert pas à grande chose. En revanche, leur montrer par les actions qu'est-ce que c'est que la liberté individuelle, un sens de l'identité et le respect pour autrui, la considération, c'est quelque chose qui sévit et qui sévit tous les jours. Et la vie n'est pas faite de grandes paroles, mais des petites actions qui s'enchaînent. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est dans cette situation-là et qui a peur de reprendre sa liberté? Parce que parfois, on nous a tellement fait croire que rien d'autre n'était possible pour soi qu'on a même peur de sortir d'une relation, aussi pourrie soit-elle. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais que la peur fait plus peur que l'action. Est-ce que c'est clair? C'est clair comme de l'eau de roche parce que parfois on s'imagine un futur horrible, puis quand le futur arrive, en fait, non, il est pas si mal que ça. Il faut se faire confiance. Il faut écouter ses entrailles. Elles disent toujours la vérité. Et puis, il faut assumer ses choix.
C'est ce que tu lui dirais? Et puis je lui dirais que tout va bien se passer. C'est ton mot de la fin? Oui, Paulette, tout va bien se passer. Merci beaucoup pour ce super épisode. Allez tous et toutes voir Dévorante au Théâtre des Mathurins. C'est vraiment une expérience, tu le dis. Alors, je voulais pas trop le dire, mais je me disais, est-ce qu'on a droit de donner des petits indices? Mais oui, le public participe et c'est d'ailleurs très drôle. On mange même un moment du spectacle, mais j'en dis pas plus. Je te dis quoi pour ce spectacle? Je te souhaite quoi? Merde? Comment est-ce qu'on le dit en italien? Merda. Voilà, c'est simple. Je prends. Merda. Je prends. Merci. Merci de m'avoir reçu, Paulette. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.